Ce qui va se passer ce soir, c'est une conférence dont l'entière organisation finalement repose sur UPCL et ses membres, mais qui en même temps est la première. Ce sont des gens très bien, allez-y, ils sont ravis de vous accueillir, si vous ne les connaissez pas encore. Et donc, ceci dit, c'est quand même la première d'un cycle de conférences qui va rentrer dans le cadre de ce qu'on est en train de développer à l'EPC, autour d'activités aéronautiques. Parce que moi, j'ai une voix qui est un petit peu bizarre, mais c'est pas moi qui fais la conférence, mais ça va se passer correctement. Le cycle de conférences en question s'intégrera à l'intérieur d'un label aéronautique à destination de nos étudiants. Donc, quelque chose qui n'est pas un diplôme, mais qui sera une organisation intelligente de vos enseignements, sur laquelle je ne vais pas revenir. J'ai exposé ça la semaine dernière un peu en détail pour ceux que ça intéressait. Et donc, sachez qu'il sera possible, en plus de votre diplôme ETC, d'avoir un coup de tampon de compétences aéronautiques. Et ce type de conférence, évidemment, fait partie de ce qu'on cherche à développer, de cette conscience, de cette connaissance du milieu, de cette connaissance des enjeux pour demain, etc., qu'on cherche à mettre en œuvre à l'intérieur de cet établissement. Et donc, je vais laisser la parole tout de suite à Claude Le Tallet, qui nous vient de l'ONERA, et qui, je ne crois pas trop me tromper en disant que c'est un des meilleurs spécialistes de la question qui va être abordée ce soir en France. Voilà, donc je vous propose Bonsoir à tous et toutes. Alors tout d'abord, je vais vous dire que vous allez essuyer les plâtres ce soir. Vous allez voir que le sujet, ça change tous les jours en ce moment. Les eVTOL, c'est tout récent. Beaucoup des slides qui vont être utilisés datent de février, mars. Donc cette conférence, je ne l'ai encore jamais faite. Je voulais la faire depuis longtemps. Et puis lorsqu'on en a parlé avec Patrice Simard, ça m'a donné l'occasion de creuser le sujet et de vous faire cette présentation ce soir. Alors, véhicule VTOL, je pense que du mystère pour personne, VTOL, Vertical Takeoff and Landing, électrique, que électrique, et hybride, ça veut dire qu'on met un moteur thermique dans la chaîne de propulsion. Et pour une mobilité aérienne, ça va sans dire, on ne parle pas de voitures terrestres aujourd'hui, on va parler que d'engins qui volent. Quel challenge! Beaucoup parlent d'une nouvelle ère de l'aviation avec ces véhicules VTOL à propulsion électrique distribuée. Propulsion électrique distribuée, ça veut dire qu'on a de nombreux moteurs électriques qui sont distribués sur la cellule. On verra que ça a de nombreux avantages tout à l'heure. Alors, deux indices pour dire que c'est une nouvelle ère de l'aviation. Vous connaissez sûrement les hélicoptères Bell. Jusqu'à février 2018, donc c'est tout récent, la société Bell Hélicoptère, elle s'appelait Bell Hélicoptère. Et bien maintenant, elle ne s'appelle plus Bell Hélicoptère, elle s'appelle Bell tout court. Ils ont supprimé l'hélicoptère. Ce n'est pas un hasard. Et ils ont pris aussi, ce n'est pas un hasard, une libellule comme emblème. Et que disent-ils? Bien, une libellule, ça peut décoller et atterrir n'importe où. Ça vole rapidement, efficacement, dans n'importe quelle direction. Ça peut faire du stationnaire. Ça représente la maîtrise du vol. Donc vous voyez le parallèle entre les eVTOL et puis la libellule, c'est un premier indice. Deuxième indice, aux États-Unis, il y a une vénérable société créée en 1943 qui s'appelait la American Helicopter Society, l'AHS. Il y a eu une grosse discussion au début de l'année 2018 pour savoir si on allait conserver AHS. Ils ne voulaient plus d'hélicoptères. Mais AHS, c'est quand même un acronyme qui est connu par tout le monde. Donc ils voulaient garder AHS et changer le logo. Et ils ont finalement décidé de prendre comme nom Vertical Flight Society. C'est un nom commercial pour l'AHS qui garde comme l'acronyme. Vous voyez, donc l'hélicoptère disparaît du logo. Quand on regarde ce qui s'est passé récemment, il y a eu Heli-Expo 2019, tout récemment, c'était le mois dernier. Et dans ce congrès, cette présentation, cette exposition, ils parlent de l'Electric VTOL Revolution. Et ce qu'ils nous disent, c'est que dans le petit bouquin qui regroupe tous les avions, tous les aéronefs VTOL, il y en a déjà 150. Donc Mark Moore, qui est de Uber, on en parlera tout à l'heure, nous disait que finalement, on en est un peu à l'ère des frères Wright. Aujourd'hui, pour les avions, tous les avions se ressemblent un petit peu. Là, on revient pour les eVTOL à l'époque des frères Wright, avec des avions qui ressemblent, aucun ne ressemble à l'autre. Tellement le spectre de choix est large.
D'où vient cet engouement actuel? Alors, il n'y a pas que les États-Unis. En Europe, dès 2006, la Commission européenne avait financé un projet, une activité qui s'appelait Pioneering the Air Transport of the Future. Ils voulaient vraiment voir ce qu'on pouvait faire dans le futur avec les nouvelles technologies. Et ça avait été lancé à la fin d'une première initiative qui s'appelait Out of the Box. Penser out of the box, ça veut dire penser vraiment sans trop de références avec ce qui existe déjà. Les concepts créatifs qui ont été identifiés et évalués, donc l'image qui est là, c'est celle qui a été publiée en 2007, vous voyez, c'est en urbain, ce sont des trucs qui ressemblent un petit peu à des engins VTOL, mais un petit peu plus bande dessinée que ce qu'on voit maintenant. Ce qui veut dire qu'en l'espace de à peine 10 ans, on a beaucoup évolué. À la suite de cette première opération, l'Europe a défini un certain nombre d'idées, de concepts, qui avaient un potentiel pour réaliser des changements radicaux. Il ne s'agissait pas de faire évoluer un hélicoptère, c'est vraiment, on remet tout à zéro et on essaie de partir d'une feuille blanche. Et donc, une étude générique d'un système de transport aérien personnel a été lancée en janvier 2007. Et puis, deux projets ont débuté. L'un coordonné par l'ONERA, qui s'appelait Biplane, pour avions personnels. Il y avait 13 partenaires européens dans ce projet. Et de façon un peu curieuse peut-être, dans ce projet, nous n'avions pas retenu les VTOL, parce qu'on considérait que c'était socialement non acceptable d'avoir des engins qui font du bruit et qui polluent les villes. Et on avait donc focalisé nos efforts sur un système d'avions qui était lancé de rampes, qui était avion électrique bien sûr, et lancé de rampes. Je ne sais pas si j'ai une petite image de l'avion, on en sera plus tard. Le deuxième projet, c'était un projet cette fois-ci de VTOL, mais plutôt centré sur le pilotage. C'est-à-dire que le Max Planck Institute, c'est un institut qui est plutôt interface homme-machine. Donc ils avaient fait une approche intégrée pour voir à quoi pouvait ressembler ce système de transport aérien personnel basé sur des VTOL. Et l'idée, c'était de faire un déplacement domicile-lieu de travail. Donc vous voyez, très urbain. Et évidemment, on ne va pas monter à 5000 mètres pour aller de son domicile à son lieu de travail. Donc c'est du vol basse altitude et en milieu urbain. Les personal air vehicles étaient considérés comme partiellement autonomes, au moins partiellement, parce que quand on a un véhicule avec beaucoup de moteurs électriques, c'est impossible à gérer comme on le fait avec un avion classique. Et l'aspect contrôle de la circulation aérienne n'avait pas été abordé. On considérait que les avions de cette nature pouvaient voler comme volent aujourd'hui les avions des aéroclubs, en VFR, donc selon des règles de vol à vue, assurer l'anticollision, assurer leur sécurité. Alors on peut imaginer que ça marche bien tant qu'il n'y a pas trop d'aéronefs. On a un peu de mal à voir ce que ça pourrait donner si on prend toutes ces voitures qui sont sur le périphérique le matin, qu'on les met en l'air. Ce serait un peu difficile à gérer quand même. En revenant vers le projet Biplane, donc voilà le véhicule qu'on avait défini. Donc une cabine pour 4 passagers, 2 ailes avec chacune d'entre elles avec 3 fans intégrés dans l'aile de chaque côté. Et l'engin était lancé d'une rampe parce qu'on avait économisé le train et on ne voulait pas avoir des longueurs d'envol trop importantes. Ce projet a été conclu à Bruxelles en 2012 avec les Américains, parce qu'on va y revenir après. Les Américains se sont déclarés intéressés parce que l'Europe faisait à l'époque, parce qu'eux aussi faisaient des réflexions sur les projets d'avions personnels. Et puis, comme vous le savez sûrement, Amérique et Europe sont toujours un petit peu en train de se tirer la bourre. Bon, eux, ils vont quand même plus rapidement, une fois qu'ils ont décidé de faire quelque chose, mais ça, c'est une autre affaire. Et à ce moment-là, on avait pris un petit peu d'avance en Europe en décidant de faire l'Europe avait pris un peu d'avance en décidant de faire ces 2 projets, le projet Biplane et le projet MyCopter. Donc cette conférence, pour terminer le projet, avait permis de conclure que ce n'était plus de la science-fiction, des avions de cette nature avec des moteurs électriques répartis dans l'aile. Le niveau d'automatisation était aussi arrivé à un grand niveau de maturité. Et puis, la propulsion pouvait être distribuée dans l'aile. Donc, on avait les 3 points qui sont notés ici. Propulsion électrique distribuée, automatisation et automatisation de la gestion du trafic. Tout ça était relativement proche,
avec quand même un petit bémol pour la gestion du trafic. Aujourd'hui, elle est très très manuelle, c'est du contrôle par la voix. Les contrôleurs donnent des clearances à des pilotes. On n'y est pas encore. Ça pourrait être fait dans des endroits un peu limités, mais on n'a pas encore, à ma connaissance, d'essai de cette nature, d'expérimentation. MyCopter se termine en 2014. Là, les problèmes d'interface homme-machine ont été résolus, à la fois pour les pilotes et aussi pour les passagers. Parce que vous imaginez que les passagers, il faut quand même aussi qu'ils soient un petit peu au courant de ce qui se passe. C'est un moyen de transport qui est quand même un peu différent d'une voiture. Ça change les repères et il vaut mieux que les passagers soient informés de ce qui se passe. Le véhicule se comporte de façon automatique, partiellement ou totalement. Et il avait été aussi décidé de faire une étude de l'impact social de ces véhicules pour voir quelle acceptabilité on pouvait imaginer dans les milieux urbains en particulier. Donc là, nous étions côté européen en 2014. Et en 2014, l'Europe a arrêté ses études pour passer à d'autres choses. Et le prochain ensemble de projets ayant trait à la mobilité urbaine devrait voir le jour l'année prochaine. En 2010, les États-Unis, la NASA, a décidé d'organiser une conférence qui s'appelle Aviation Unleashed, ça veut dire l'aviation débridée. Donc vous voyez encore là, on est en train de vraiment vouloir changer totalement les modes de réflexion habituels. Et c'était parrainé par le National Institute of Aerospace, en plus de la NASA. L'objectif était d'explorer les frontières de l'imaginable dans l'aviation, vraiment dans la prospective, ce que les révolutions technologiques émergentes pourraient permettre à la société et à l'aviation. On voyait toutes ces révolutions dans l'aviation, les drones, pour ne parler peut-être des plus visibles. Les équipes des projets européens Pipeline et puis MyCopter avaient été invitées pour faire une présentation de leurs travaux. Et la conférence avait été dédiée à l'analyse de toutes les évolutions technologiques et orientation sociétale qui pouvaient confluer pour créer un avènement de ces eVTOL. Ce qui a été dit par des personnes chargées de la stratégie à la NASA, c'est que finalement, on avait une demande sociétale, les millennials, les gens qui sont nés entre 2000, ça doit être 90-2000 je crois, avaient de nouveaux besoins et étaient moins liés à la possession d'un véhicule, plus liés à être transportés. Donc ils souhaitaient avoir des transports rapides et fiables, sans avoir à intervenir dans le transport. Donc ça pouvait converger avec la propulsion électrique et l'automatisation pour créer ces eVTOL. Donc vous voyez, il y a une demande sociétale, il y a des progrès technologiques, il y a des réflexions européennes, il y a des réflexions aux États-Unis, et tout ça converge vers ces véhicules aériens à décollage et atterrissage verticaux électriques. Les conclusions de la conférence, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire. Les technos existantes sont en mesure d'augmenter considérablement l'utilisation de l'espace aérien. Là, c'est la rousse quand même qui est un petit peu limitée. L'espace aérien, il faut le structurer, en assurant le fonctionnement sûr, productif et efficace d'aéronefs, ayant divers niveaux d'automatisation, et utilisé soit à la demande, soit horaire fixé à l'avance. On va y revenir après, cette notion de la demande. Tout le monde aimerait bien, vous avez peut-être vu des spots à la télé là-dessus, vous commandez un taxi, le VTOL arrive et puis vous emmène. Ça veut dire qu'il faut avoir des infrastructures un peu n'importe où pour venir vous chercher, un peu n'importe où pour vous déposer là où vous voulez aller, et puis vous êtes un, voire deux dans l'engin, donc d'un point de vue coût, ça peut ne pas marcher. On verra que les analyses ont montré cela récemment. Donc là, nous sommes en 2010, on fait un saut dans le temps, on arrive en 2016. Tout le monde connaît Uber, transport de passagers terrestres. Et en 2016, ils ont publié un white paper pour faire avancer rapidement la demande, enfin le transport aérien à la demande en urbain. Octobre 2016. Ce qu'ils ont fait, ils ont débauché pour piloter le groupe de personnes qui allaient réfléchir sur les véhicules électriques à la demande. Ils ont débauché Mark Moore, qui était la personne de la NASA la plus au courant de tout ce qui était fait à la NASA sur les avions électriques.
Donc Uber, quand ils décident de s'intéresser à quelque chose, ils y mettent les moyens. Et ce qui est écrit dans ce document, imaginez, alors j'ai traduit, vous voyez un peu le côté un peu agressif de Uber. Imaginez que vous veniez de la marina de San Francisco pour aller travailler au centre-ville de San José. Et si on prend sa voiture ou le transport classique, on met près de 2 heures. 15 minutes par voie aérienne. Et ce qu'ils nous disent également, alors là c'est le côté un peu gentil d'Uber, il compatit à la douleur ressentie par les citoyens lors de leur déplacement en ville. Et ils disent qu'aider à résoudre ce problème est au cœur de leur mission et de leur engagement envers la base de clients qu'ils possèdent, les clients qui utilisent actuellement les moyens terrestres. Et ils ont décidé d'étudier ce système de transport avec l'infrastructure qui permette de les utiliser, en notant bien que lorsqu'on veut augmenter les moyens de transport terrestres, que ce soit des trains ou des voitures, il y a tout un réseau à mettre en place. Là, on voit que pour faire le train direct entre Paris et puis Roissy, il y a pas mal de choses à faire, il faut mettre en place des voies, etc. Là, lorsqu'on décide de faire de l'IVTOL, il faut effectivement avoir des infrastructures au départ et à l'arrivée, mais entre les deux, l'infrastructure, elle n'existe, il n'y en a pas. Ils ont donc décidé de regarder comment on pourrait faire des vertiports et des vertistops. Alors la différence entre vertiport et vertistop, c'est que l'un est assez élaboré avec des capacités de recharge, le vertiport, et le vertistop, c'est le toit d'un garage sans infrastructure particulière, mais qui permet à des passagers de monter et descendre. Et tout ça peut être installé sur des toits de garage, sur des immeubles, sur des échangeurs d'autoroutes. On verra un peu plus tard des images publiées par Uber sur ce sujet. Évidemment, on peut utiliser les héliports et puis les aérodromes existants. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop supprimer les aérodromes, même en région parisienne, parce qu'on imagine qu'aujourd'hui, ils ne serviront plus à rien parce qu'il y a des avions trop bruyants, mais on oublie que la génération d'après sera peut-être tout à fait différente. Et on serait bien content de retrouver des aérodromes qui ont disparu il y a quelques années. Et ça, c'est un commentaire à part. Alors, les progrès technologiques, qu'est-ce qui rend le concept Uber possible? Les progrès technologiques, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, ils rendent possible la construction d'une nouvelle classe d'aéronefs, VTOL, et on les appelle les IVTOL. I pour le E pour électrique. Et aujourd'hui, il y a déjà plus d'une douzaine d'entreprises, donc là on est en 2016, c'est dans le document de Uber que j'ai récupéré ces informations. Il y avait plus de 12 entreprises à l'époque qui réfléchissaient au sujet. Et puis on pouvait imaginer qu'il y avait on pouvait constater qu'il y avait à peu près autant d'approches de conception que d'entreprises, tellement la feuille est blanche au départ. Et le travail qu'ils font, c'est pas un travail routinier, c'est vraiment un travail de passion, un peu ce qu'on pouvait imaginer trouver il y a quelques dizaines d'années au début de l'aviation. Quand on constate ce qu'est un hélicoptère aujourd'hui, c'est bruyant, c'est inefficace, c'est polluant, c'est coûteux, si on veut l'utiliser à grande échelle, c'est-à-dire si on voulait vraiment l'utiliser pour faire du porte-à-porte tous les jours. Et je vous ai mis un petit dicton en anglais, là. Les hélicoptères ne volent pas, ils se battent contre l'air. Effectivement, un hélicoptère, dès que ça s'arrête, ça tombe. Donc ça, c'est pour les anti-hélicoptères. C'est plutôt les pilotes d'avion qui chambrent les pilotes d'hélicoptères avec ce genre de... Les émissions polluantes, si on prend les IVTOL, il n'y en a pas. Les bruits, là, Uber est un peu plus prudent. Je vous ai mis les mots en gras sur leur côté prudent. Les IVTOL seront probablement assez peu bruyants pour opérer dans les villes sans déranger le voisinage. On verra quels sont les critères tout à l'heure. À l'altitude de vol, le bruit des véhicules électriques sera à peine audible. Et même pendant le décollage et l'atterrissage, le bruit sera comparable au bruit de fond existant. Alors ça, c'est un peu subjectif, bien sûr. Si vous décollez du terrain d'aviation de Compiègne, il n'y a pratiquement pas de bruit de fond, j'imagine. Vous aurez du mal à ne pas sortir du bruit de fond. Par contre, si vous décollez de la Défense, ce ne sera pas trop compliqué, peut-être, de mêler le bruit de l'engin volant au bruit de fond. D'un point de vue sécurité, finalement, on y gagne un peu de façon naturelle parce que les IVTOL ont beaucoup de redondance naturellement. Ils ont de nombreux moteurs, aussi bien pour la sustentation et pour la propulsion. Et comme ils sont automatiques,
il y a des risques d'erreur humaine réduits. Le pilotage manuel, il n'y a même pas de choix. Dans les avions classiques, lorsque l'automatisme ne marche plus, on rend la main au pilote, avec quand même des automatismes en backup, mais là c'est ingérable. Donc ces engins-là ne pourront pas être rendus au pilote en cas de défaillance de l'automatisme. L'automatisme devra être particulièrement soigné. Et ça n'est pas impossible parce qu'il y a déjà beaucoup de drones qui volent aujourd'hui. Vous avez peut-être entendu parler du Global Hawk qui récemment a fait le voyage États-Unis-Australie pour aller à un salon en Australie, et ça se passe sans aucun souci. Un petit peu au-dessus de la circulation aérienne, c'est vrai, mais globalement, ce sont des avions qui sont très sûrs maintenant. Il y a évidemment des contre-exemples pour l'automatisme, je ne vais pas vous parler des accidents récents, mais si vous voulez, on en reviendra tout à l'heure dans les questions si ça vous intéresse. Alors, au point de vue sécurité, quelles sont les ambitions d'Uber? Ils veulent que voler dans un eVTOL soit plus sûr que le voyage en voiture. Et ils fixent un objectif à partir d'un constat du nombre d'accidents qu'il y a aujourd'hui pour les taxis aériens, les hélicoptères et puis les petits avions à aile fixe. Alors ce ne sont pas les avions de transport qui ont un niveau de sécurité très important, là on est vraiment dans l'aviation générale aux États-Unis. Et actuellement, le niveau de sécurité de ces engins-là est 2 fois moins bon que la conduite automobile. Donc on part d'un plancher assez bas. À quoi sont dus les accidents aériens pour ces petits avions? Souvent, c'est la perte de conscience de situation par le pilote, et puis la perte de contrôle qui en est la conséquence, avec des collisions avec le sol, et puis des collisions avec d'autres aéronefs. La solution, de l'automatisation, ça a 2 vertus. Ça résout déjà des problèmes intrinsèquement, et ça permet aussi au pilote d'avoir un peu moins de charge de travail et d'avoir donc un peu plus de recul pour trouver des solutions aux différentes situations scabreuses qu'il peut rencontrer. La propulsion électrique distribuée, qu'on appelle DEP pour Distributed Electric Propulsion, ça augmente la robustesse à la défaillance, puisque finalement, lorsqu'un moteur défaille, s'il y en a 6, voire 8, la conséquence n'est pas catastrophique, loin de là. On perd juste un petit peu de contrôle, un petit peu d'autorité, mais on ne perd pas le contrôle, y compris en cas de vent violent ou de rafale. Parce que pour le contexte urbain, on aura aussi effectivement à voler dans des contextes aérologiques assez difficiles. Vous imaginez des surfaces chaudes qui vont créer de l'air chaud qui va donc monter, des surfaces, des courants d'air entre immeubles, etc. Donc on voit qu'il faut que les véhicules qui vont voler dans ces conditions, dans les canyons urbains, soient très bien contrôlés. Le deuxième point, les défaillances de la propulsion. Comme j'ai un petit peu parlé, la DEP elle est hautement redondante avec plusieurs moteurs électriques, généralement 6 ou plus, et puis autant de contrôleurs. On a remarqué dans les drones que finalement, ce n'est pas toujours le moteur électrique qui défaille, mais c'est plutôt son contrôleur, ce qui revient au même, le moteur s'arrête. Et puis, d'un point de vue batterie, on peut aussi faire une architecture très redondante avec des bus différents et alimenter une série de moteurs par une batterie, par un ensemble de batteries, et une autre série de moteurs par un autre ensemble de batteries. La panne d'un moteur n'est pas catastrophique, on peut même en perdre 2, ça dépend des spécifications des véhicules. Dans ce cas, on a juste des capacités réduites, mais l'autorité de contrôle reste totale. Voilà pour la sécurité. Pour le bruit, Uber s'est penché de façon très attentive sur ce sujet-là, parce que les eVTOL, si on les utilise en pleine campagne, ça n'a pas un grand intérêt. Il faut donc les utiliser au-dessus des zones urbaines, densément peuplées et à proximité de celles-ci. Quand on considère les hélicoptères qui font ça aujourd'hui, ils ne sont pas vraiment tolérés, à part quelques-uns. Là, je vous ai mis ce qui est toléré aujourd'hui, les VASAN pour les évacuations sanitaires ou les MEDEVAC pour les évacuations médicales, parce que c'est peu fréquent. Il n'y a pas un hélicoptère qui arrive toutes les minutes à Issy-les-Moulineaux pour ça. Et puis, il y a une valeur sociale claire. On est là pour... ces engins volent pour sauver des vies. Et on voit mal le confort de quelqu'un qui veut aller un peu plus à son travail comparé à ça. Et on imagine donc que si les hélicoptères, si les nouveaux eVTOL avaient le même niveau de bruit, il y aurait une opposition probable à cette utilisation d'aéronefs bruyants. Uber a donc défini avec soin des objectifs quantitatifs et qualitatifs
Je vous ai mis des exemples. Quelles sont les règles utilisées pour les hélicoptères non adaptés? Non. Les règles utilisées pour les hélicoptères d'aujourd'hui ne sont pas adaptées pour les eVTOL, il faut encore créer de nouvelles. Et ce qu'ils ont décidé de faire, c'était de considérer que ces eVTOL, qui seraient utilisés à part de vertiports, devraient avoir un niveau de bruit qui se rapproche de la moitié du niveau de bruit d'un camion qui circule sur une route résidentielle. Vous voyez, un camion qui roule sur une route résidentielle, c'est quand même pas très bruyant. Ils voudraient que ce soit 2 fois moins. C'est ce qu'ils mettent comme spécification. Et ça correspondrait en gros au quart du bruit d'un plus petit des hélicoptères qui existe aujourd'hui sur le marché. Ça, c'est pour le bruit global. Pour la gêne long terme, les eVTOL ne devraient pas contribuer à cette gêne en dépassant le plus petit changement de bruit de fond détectable par une personne. Et ce plus petit changement, c'est considéré comme étant 1 dB. 1 dB, c'est un indicateur qui s'appelle DNL pour Day Night Level. Puis là, ça c'est le long terme. Et la gêne court terme, on parle du réveil de personnes qui dorment. Ce qu'ils voudraient, c'est que les eVTOL n'augmentent pas le nombre de réveils nocturnes de plus de 5%. On va dire comment va-t-on mesurer tout ça? C'est sûrement pas très facile. Mais là, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que les travaux qu'a fait Uber, ce ne sont pas des travaux qui sont simplement commerciaux. On voit qu'ils ont pris pratiquement tous les problèmes et ils ont essayé de mettre des spécifications assez ambitieuses pour que ce soit viable. Il est clair que si Uber dit à tout le monde, écoutez, on passera au-dessus de chez vous, puis on va vous réveiller, ça ne sera pas acceptable. Et ce qu'il propose de faire, c'est d'analyser site par site les bruits qui existent aujourd'hui, de façon à ce que si on implante quelque part un vertiport ou un vertistop, on sache quel est l'impact de cette nouvelle infrastructure sur le lieu où on l'a implanté. Alors, est-ce qu'on a une chance de diminuer le bruit? Par rapport à l'hélicoptère, oui, parce que lorsqu'on prend un hélicoptère classique, c'est intrinsèquement bruyant parce qu'il y a 3 sources de bruit qui sont spectralement différentes. Le rotor principal, le rotor de queue et le moteur. La vitesse d'extrémité de pale du rotor, elle est très importante parce qu'on a un grand diamètre et on doit avoir une vitesse de pale qui fait que lorsque la pale recule, donc elle est dans le sens inverse à l'avancement, qu'elle soit quand même portante. Donc pour ça, il faut que la vitesse d'extrémité de pale soit de l'ordre de 650 km/h pour une vitesse de croisière de 240 km/h. Et puis le bruit de pale, malheureusement, est d'autant plus élevé que la VEP est grande. Et ce rotor de grand diamètre, tournant à faible vitesse, est nécessaire aussi pour faire du stationnaire avec génération, malheureusement aussi, de bruit à basse fréquence, le flap-flap quand un hélicoptère est à faible vitesse. Donc un hélicoptère classique, c'est bruyant. Quelles sont les différences des eVTOL par rapport à ces hélicoptères? Eh bien, les diamètres des rotors sont plus petits, avec une vitesse de rotation plus importante. Le niveau de bruit perçu est plus faible, mais intrinsèquement c'est possible, puisqu'il y a des mètres dessous, là. On va comparer après le rotor d'un hélicoptère classique avec les rotors d'un eVTOL. Et puis, on peut aussi avoir un contrôle de la direction de la poussée sans recours à un rotor de queue ou à des mécanismes complexes. Donc tout ça, c'est supprimé. On n'aura donc que des rotors qui servent à la propulsion et à la sustentation. Là, on fait une comparaison entre 2 véhicules aériens qui auraient une surface rotor de 45 m² pour sustenter. Si on prend l'hélicoptère classique, ça fait un rotor de 7,60 m avec 530 tours par minute. Et la vitesse d'extrémité de pale, elle est de l'ordre de Mach 0,6, 740 km/h. En transposant en eVTOL, on arrive à 26 rotors de 1,50 m avec une vitesse de rotation de 1700 tours par minute, et on tombe à Mach 0,4. Donc là, c'est un peu extrême, mais on a mis 26 rotors. Donc la VEP, la vitesse d'extrémité de pale, elle est divisée par 1,5, et ça conduit à diminuer l'énergie de bruit d'un facteur 8 à 12. C'est l'extrême, parce que c'est 28 rotors, et c'est pas ça qu'on a dans les projets actuels. Lorsqu'on prend, là on a vu le bruit du moteur, des rotors, pardon, le bruit du rotor. Maintenant parlons du bruit du moteur. Les hélicoptères actuels, ils ont un moteur à piston ou alors des turbomoteurs, ça fait du bruit. Il y a des arbres de transmission, il y a des boîtes de vitesse, tout ça, ça génère du bruit.
Quand on prend la propulsion distribuée avec des automatismes, on ne peut pas, encore une fois, avoir une propulsion distribuée électrique sans avoir d'automatisme, on ne saurait pas gérer. Les rotor-hélices peuvent générer de la sustentation et de la poussée. On verra en détail comment ça fonctionne après. On peut même arrêter certains des rotors pendant le vol si on considère qu'ils ne sont pas utiles. On peut très bien avoir des rotors qui permettent de monter. Puis dès qu'on passe en croisière, c'est une aile qui prend le relais pour la sustentation et on retire les rotors de sustentation. On peut les orienter. Et puis aussi, on peut limiter l'effet de souffle au sol de façon à être plus friendly, disons, avec les installations au sol. Parlons maintenant des émissions. Le transport aux États-Unis, c'est la plus grande source d'émissions de gaz à effet de serre, pour près de 1,8 milliard de tonnes de CO2, soit 26% du total des émissions. J'ai essayé de trouver la même chose pour l'Europe, je n'ai pas trouvé l'information. Peut-être qu'en creusant un peu plus, on trouverait. Et évidemment, les communautés urbaines sont préoccupées par cette pollution. Il y a du plomb et des carburants. Et puis aussi des particules qui sont émises avec le large éventail de solutions de transport qu'on a aujourd'hui, que ce soit du bus, du tramway, du taxi, etc. Donc lorsqu'on décide de créer une nouvelle forme de transport, il ne s'agit pas de faire quelque chose qui ressemble aux anciens modes de transport pour ce qui concerne toutes les nuisances dont on vient de parler. Il faut donc trouver un moyen qui est écologiquement responsable et durable. Et bien voilà, les VTO, les e-VTOL entièrement électriques constituent une solution de transport urbain et interurbain convaincante. Alors vous avez vu au tout départ, dans la première planche de la présentation, on parlait de véhicules hybrides. Pour Uber, en ce moment, ils sont plutôt dans la perspective de faire des véhicules entièrement électriques, donc sur batterie seulement. S'ils réussissent à faire ces véhicules électriques purement sur batterie, il y a des limites qu'on va voir tout à l'heure, eh bien, il n'y aura aucune émission de carbone en vol. Il faudra quand même créer l'électricité d'une façon ou d'une autre. Et cette création d'électricité, ça sera d'autant plus propre que les services publics vont adopter des énergies renouvelables, telles que l'éolien ou le solaire, pour fabriquer l'électricité du réseau. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, comme vous le savez. On a terminé avec la partie écologique, si je puis dire. Maintenant, parlons performance. Le taxi aérien, il faut comprendre comment ça va fonctionner pour pouvoir le définir. Parce que finalement, là, ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est une sorte de méthode de définition de ces e-VTOL, sachant que l'approche habituelle des hélicoptères ne marchera pas. Donc nous avons plusieurs petits rotors, et puis habituellement, on a ce paramètre à décider pour faire un hélicoptère. Est-ce qu'on va privilégier l'efficacité en vol stationnaire ou privilégier l'efficacité en vol de croisière? Vous avez des hélicoptères qui font de la liaison, mais vous avez des hélicoptères sous EDF, par exemple, qui font de l'inspection de pylônes. Donc on voit bien que certains sont utilisés en stationnaire quasiment pendant la totalité du temps de leurs opérations, et d'autres le sont beaucoup moins. Pour les e-VTOL, il faut qu'ils décollent avec une montée rapide, donc e-VTOL au sens taxi aérien en urbain, en interurbain. Il faut qu'ils décollent rapidement, avec une trajectoire forte pente pour s'éloigner des habitations. Et puis ensuite, ils font de la croisière à quelques milliers de pieds. Là, les dernières informations qu'on a eues, c'est plutôt, je retiens aujourd'hui Uber, c'est plutôt 1000-1500 pieds. Et puis ensuite, lorsqu'on arrive à destination, il faut décélérer puis atterrir verticalement à la fin du voyage. Donc il y a un besoin très limité en vol stationnaire. En gros, une durée de 1 minute pour le décollage et l'atterrissage. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu optimiste. Et les transitions, à peu près 30 secondes. Donc, vous voyez, pour les e-VTOL, on est plutôt parti vers une optimisation, efficacité vol en croisière privilégiée. Toujours performance, je l'ai un petit peu dit à l'instant, la méthode de définition, elle va être différente de celle des hélicoptères, puisque eux sont optimisés pour le vol stationnaire, et puis les e-VTOL, on aura plutôt intérêt à les optimiser pour le vol de croisière. Et l'architecture globale du véhicule est très différente. L'aile sur un avion, elle sert à la sustentation, puis les hélices pour le vol de croisière efficace. L'hélicoptère, on a le rotor qui fait tout, plus ou moins bien. Et pour les e-VTOL, on peut faire
tout ce qu'on veut. On va voir dans les différentes solutions de eVTOL qui existent aujourd'hui, il y en a avec elle, d'autres sans elle, etc. Donc les eVTOL, il y a un compromis qui détermine l'utilisation ou non d'une aile. C'est la personne qui est définie qui va décider ou non d'en prendre une. Et puis les rotors, on aura un nombre à définir, à définir pour une portée et pour des exigences de vol stationnaire. Et puis tout ce qui est aussi contrainte de conception liée à la zone d'atterrissage, vous ne pouvez pas avoir un engin qui fait 20 mètres d'envergure, vous pourrez le poser nulle part. Donc on a dit qu'on utilisait les héliports existants, c'est l'une des contraintes de la définition de l'engin aujourd'hui. Alors ce qu'on peut dire pour ces eVTOL, c'est qu'il y a un continuum d'approche, depuis des concepts multirotors fixes jusqu'à des variantes d'avions à volet soufflé. Pour ceux qui connaissent un petit peu les trucs un peu historiques, il y avait le Breguet 241 en France dans les années 65-70, et c'était un engin très compliqué parce que finalement il fallait coupler mécaniquement 4 moteurs pour les souffler. Alors imaginons qu'on ait maintenant des moteurs électriques, on pourrait faire un Breguet 241 avec 6 moteurs électriques sur chaque aile, totalement indépendants mais sécurisés, et les volets soufflés, ça serait beaucoup plus facile à faire que c'était faisable qu'à l'époque. Et donc des concepts avec elle ou sans elle. La vitesse et le rayon d'action. On aimerait bien faire un petit peu tout, c'est-à-dire faire de l'urbain et l'interurbain. Et on imagine aujourd'hui, Uber imagine surtout, qu'il faudra des aéronefs différents pour les usages différents. Et lorsqu'on prend des trajets courts, c'est là que Uber dit qu'aujourd'hui, avec les technos qui existent, on peut presque envisager pour le très court terme du purement électrique, sur batterie, pour faire des vols de quelques minutes qui correspondent aux besoins du taxi urbain. Donc là, l'objectif, il donne un objectif qui est de diviser le temps de parcours par 2 ou 4, mais là on est plutôt déjà en interurbain, avec une vitesse de 240 à 320 km/h. Là, c'était selon la NASA, semblait optimum pour la propulsion distribuée. Et la gamme d'eVTOL qui est imaginée, donc là on sort un tout petit peu de ce que veut faire Uber, c'est 2 voyages de 50 000 nautiques, enfin 50 miles, à la vitesse maximale avec suffisamment d'énergie pour 2 décollages et atterrissages, tout en respectant les contraintes réglementaires des 30 minutes de réserve, avec le dégagement possible vers un autre lieu de poser. Alors c'est en train d'être discuté parce que finalement on n'a pas besoin de se dégager vers notre aérodrome, on peut poser l'engin un peu partout. Et ce que dit la NASA, c'est que ce type de mission avec ces 2 voyages, ça correspond à un vol unique de 200 miles à la vitesse de vol optimale. Seconde phase, c'est que Uber a choisi de faire pour le moment, on va voir juste après, parce qu'eux décident de faire de la batterie seulement, pour les raisons dont on a parlé tout à l'heure d'émissions. Et voilà le schéma. La mission, qui est accessible à court terme, avec des engins qui ont une finesse de 10 quand même, il ne faut pas avoir des engins trop mal faits, et l'énergie spécifique de la batterie de 400 Wh par kilo, c'est beaucoup, on est loin dans l'heure aujourd'hui. Là, c'est le plan, donc vous avez en vertical la charge de la batterie, et puis en horizontal le temps. Donc tout à fait à gauche, l'hélicoptère décolle, enfin l'eVTOL décolle, il se décharge, il fait un premier court vol, il est rechargé partiellement, il fait un deuxième vol, il est rechargé partiellement. Vous voyez qu'il peut faire un certain nombre de petits vols avant d'avoir un niveau de batterie tel qu'il faut la recharger entièrement. Donc c'est là l'idée d'Uber, faire des petits vols pour commencer, avec des engins entièrement électriques sur batterie, pour qu'ils soient acceptables socialement. Parlons maintenant charge utile, et donc nombre de passagers. Ça va déterminer la taille globale de la cellule. Alors pour les opérations qui sont dites initiales aujourd'hui, entre 2023 et 2000XX, qui n'ont pas encore donné de valeur, la charge sera réduite par le poids du pilote. On parle beaucoup de véhicules autonomes. Alors vous avez vu que comme pour les voitures, là, il y a un petit peu en arrière apparemment. On peut parler d'automatique sans que ce soit autonome, mais néanmoins, les débuts des eVTOL sont prévus aujourd'hui par Uber avec un pilote à bord. Ce qui fait que leurs véhicules ont 5 places, une place pour le pilote et puis 4 places pour les passagers. Puis ensuite, au fil du temps, on va voir comment ça fonctionne. S'il n'y a aucun souci
les e-VTOL pourront devenir entièrement automatiques. Il y aura des preuves statistiques que ça fonctionne correctement. Et puis, le niveau d'automatisation pourra augmenter progressivement au fil des temps. Là, ce que dit Hubert aujourd'hui, c'est qu'un e-VTOL à 2 places est un minimum, avec un passager et puis un pilote. On verra tout à l'heure qu'on peut peut-être imaginer aussi un véhicule personnel. Et aujourd'hui, vous avez une voiture, ben vous pourriez avoir un e-VTOL avec un niveau d'automatisation tel que finalement, même sans qualification de pilote, vous puissiez voler sur cet engin. Donc la capacité idéale pour les taxis aériens, c'est un aéronef de 2 à 4 passagers, y compris le pilote s'il y en a un. Et puis, c'était 2 à 5 passagers, y compris le pilote. Et les opérations à la demande se feront avec un pilote à court terme. C'est probablement impossible de faire quelque chose économiquement viable avec un pilote à bord, parce qu'il faut payer le pilote, évidemment, avec une complexité importante. Hein. Les pilotes ne peuvent pas voler un certain nombre d'heures données, ils sont obligés de se reposer entre les différents vols, etc. Donc c'est relativement complexe. Lorsque on veut optimiser le coût, on est plutôt dans une perspective opération navette. Donc c'est pas le vol à la demande avec une personne qui doit aller d'un point A à un point B. C'est un ensemble de personnes qui se regroupent pour voler ensemble d'un point A à un point B. Le point A et le point B est à négocier entre les différents passagers. Et puis le nombre de passagers pourrait être augmenté de 5 à 6. Donc, pourrait être augmenté s'il n'y avait pas de contraintes technologiques. Et là, d'un point de vue économique, c'est probablement désirable, mais impossible à faire avec les technologies qu'on pressent pour les 10 ans à venir. Parce que voler verticalement, ça a un coût important au point de vue performance et énergétique. La propulsion, justement. De quoi sont constitués les ensembles propulsifs des e-VTOL? Vous avez là 3 composants. Je n'ai pas mis les batteries, parce que c'est juste un appareil qui pète. Donc il y a éventuellement une turbomachine, il y a des générateurs électriques et puis des batteries. Et on peut imaginer différentes architectures pour ces ensembles-là. La première architecture est simple, c'est une batterie, un moteur électrique et puis une hélice. Ça n'est pas de la propulsion distribuée. Lorsqu'on veut distribuer la propulsion, il faut mettre plusieurs moteurs et donc plusieurs hélices. C'est le deuxième petit schéma. On peut également mettre un turbomoteur à la place des batteries. Un turbomoteur, une génératrice, et ça alimente les moteurs électriques. Mais on n'est plus du tout dans la philosophie d'Hubert, parce qu'on a le bruit, on a la pollution, les émissions. On a un mélange des deux, de l'hybride, avec la batterie qui existe toujours. Donc vous savez, ça ressemble à celui d'en bas, plus premier à droite. Ou alors, on peut avoir directement une hélice sur le turbomoteur. Ou alors, toujours avec l'hélice directement sur le turbomoteur, quelque chose qui ressemble à l'hybride sérique qui est au-dessus. Ou encore, du partiel turboélectrique qui est celui de gauche, avec une hélice sur le moteur. Alors, vous imaginez bien que lorsqu'on parle de distribution, de propulsion électrique distribuée, il y a des concepts qui ne sont pas valides. Cela. Parce que si je voulais faire de la propulsion distribuée, il faudrait que je multiplie le nombre de turbomoteurs. Parce qu'il y a une limite sur chacun des turbomoteurs. Donc ça n'est pas acceptable. Comme on l'a vu, Hubert a choisi cette solution-là, de la batterie avec des moteurs électriques, et puis des hélices sur chacune, hélices ou rotor sur chacun des moteurs électriques. Et puis, il y a un concept, celui de Bell, avec Safran, qui lui a adopté le principe d'ajouter une turbomachine. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Avec, comme on l'a un petit peu dévoilé, le nombre de véhicules énorme, avec une approche de conception qui est très ouverte. Donc finalement, chacun y va de ses idées, et on a ce genre de réflexion. Comment cela va-t-il finir? Probablement de la même façon, ou presque, que ce qu'on a aujourd'hui pour les avions de ligne. Vous avez vu, les avions de ligne se ressemblent tous, ils ont un fusillage, une aile et des réacteurs. Il y a quelques projets pour changer ça, mais a priori, les concepts actuels sont très solides. Donc on va revenir sur chacun, pas sur chacun, ça serait un peu difficile, mais sur des familles de variantes qui sont détaillées ici. On peut avoir de la poussée orientable.
Donc là, dans ce cas-là, on a l'un quelconque des propulseurs qui est utilisé à la fois pour la sustentation et la propulsion. Donc on va faire pivoter le propulseur. Le deuxième type de variante, c'est la sustentation plus le vol horizontal. On a deux séries de moteurs électriques et de hélices qui sont dédiés soit à la croisière, soit au vol horizontal. Il y a les multicoptères, que vous connaissez tous, hein, ce sont les drones classiques. Pas de propulseur spécifique pour le vol horizontal, propulseur uniquement pour la sustentation. Et vous avez vu tous ces petits hélicoptères, quadricoptères, qui pivotent, qui piquent pour faire de l'avancement. Et là, on se dit, les passagers à l'intérieur, ils doivent avoir un confort un petit peu réduit. Et puis enfin, il y a les hélicoptères électriques, on remplace le moteur thermique en moteur électrique. Là, ça n'est pas appelé eVTOL aujourd'hui. C'est une possibilité de rendre des hélicoptères classiques un peu moins sympathiques d'un point de vue environnemental, puisque si on met des batteries et puis des moteurs électriques, on n'a déjà plus le bruit de la transmission, on n'a plus que le bruit classique de l'hélicoptère. Donc voilà les exemples de variantes poussée orientable avec poussée orientable. Vous voyez celui qui est à gauche en haut, c'est le Neoptera. La cabine, elle est mobile sur un axe. Et finalement, c'est tout l'ensemble moteur qui bascule, la cabine reste horizontale. En dessous, le Nexus, ça c'est le concept de Safran Bell, avec les 6 rotors qui basculent. En haut à droite, c'est le Vanna d'Airbus, que vous avez vu. Là, ce ne sont pas les rotors qui basculent, mais ce sont les 2 ailes qui basculent. Et puis enfin, le Joby qui est en bas, ce ne sont pas les ailes qui basculent, ce sont juste les hélices. Vous voyez, ne serait-ce que pour une variante, il y a déjà au moins 4 concepts différents. Tous les concepts ne survivront vraisemblablement pas, il y a des concepts qui vont se révéler probablement pas très adaptés. Maintenant, prenons les concepts avec la sustentation séparée du vol horizontal. Le ZAERO, ça c'est clair, hein, vous voyez qu'il y a une hélice propulsive à l'arrière, et puis il y a 2 séries de 4 rotors sur les poutres. Le Kitty Hawk Cora, c'est à peu près la même chose. L'Aurora, ça ressemble aussi avec des hélices qui sont dans les poutres latérales avec une hélice propulsive, et puis le modèle d'Embraer avec 8 rotors et puis une hélice propulsive. Donc là encore une nouvelle variante, et puis avec cette variante-là, on peut faire des choses un peu différentes. Les engins sans ailes, donc là on a le City Airbus, on a l'Iang 184 et le 216, et puis le Volocopter. Alors le Volocopter, c'est un engin qui a volé depuis longtemps déjà, mais qui a une capacité de vitesse de croisière assez limitée. Et vous voyez pour les Yang, est-ce que vous voyez la différence entre les deux d'ailleurs? Parce que je ne me suis pas trompé, hein, j'ai bien mis 184 pour celui d'en bas et 216 pour celui d'en haut, bien que sur la cellule, je ne sais pas si vous voyez, il est écrit 184. Quelle est la différence entre ces deux hélicoptères? Comptez le nombre d'hélices. En bas, il y a 4 bras. En haut, il y en a 8. Donc là, ils ont probablement vu qu'au point de vue sécurité, il valait mieux fiabiliser un petit peu le véhicule en augmentant le nombre de rotors et le nombre de moteurs électriques en même temps, évidemment. Donc voilà toutes ces variantes. Revenons à Uber. Qu'ont-ils fait? Ils ont fait un sommet en 2018, après avoir fait cette publication en 2016 de leur white paper. Ils ont fait un sommet en 2017, un autre en 2018. Là, ce sont des images qui viennent du sommet de 2018. Ils sont assez astucieux, ils ont fait des modèles de référence, et puis ils fournissent la définition des modèles de référence à tous ceux qui veulent bien l'apprendre en OpenVSP, en disant à l'université finalement, si vous pouvez vous amuser avec ça, regardez un petit peu comment ça peut fonctionner, et dites-nous ce que vous en pensez. Il y a donc eu un premier ECRM, le 01, avec des rotors qui pivotaient en bout d'aile, un deuxième qui était un peu comparable, avec une petite différence, des hélices plus petites. Et enfin, le modèle le plus récent, qui a vraiment séparé la propulsion de la sustentation. Vous voyez les gros
pas comment appeler ça, des fuselages latéraux qui contiennent les hélices verticales pour le vol de sustentation, tandis qu'il y a une hélice qui fait la poussée en haut du mât qui est sur le fuselage central. Donc on est vraiment dans une perspective de travail collaboratif, coopératif. Et pour Hubert, c'est à la fois tout bénéfice et un peu dangereux parce qu'ils publient beaucoup de ce qu'ils font. Donc on pourrait imaginer qu'ils ne soient pas très protégés d'un point de vue propriété intellectuelle ou industrielle, mais c'est pas grave parce qu'ils ont une force de travail qui est très importante. Et donc voilà le CRM3. Donc, ils nous ont détaillé lors du sommet de 2018. Il y a une présentation que vous pouvez récupérer sur le web qui explique comment ils sont arrivés à cette conception du modèle de référence numéro 3 avec le centre de gravité, le centre de poussée et puis tout ce qui est spécification pour que ça fonctionne correctement. Ils ont fourni également un devis de masse. Alors, pour les longueurs, je ne sais pas si vous voyez vraiment pas de bien. Donc la longueur, c'est en gros une dizaine de mètres. Et puis l'envergure, c'était 57, environ... voilà, je ne vois pas trop bien. Il ne faut pas que je dise de bêtises. Et la masse, c'est 5700 livres. Donc vous voyez, on est sur des engins qui font à peu près 3 tonnes. Donc ça n'est pas un petit hélicoptère, ce sont des engins assez gros. Ils ont donc fait ce devis de masse avec la répartition des masses avec le camembert classique, avec ce qui est dédié à l'énergie, à la structure, à la propulsion. Ils ont utilisé OpenVSP, comme je vous l'ai dit, qui permet directement d'entrer dans les analyses aérodynamiques, avec des calculs de traînée induite, de traînée parasite. Donc ces calculs sont vraiment très très complets. Sur cette diapo-là, ils ont ajouté les universités qui coopèrent avec eux, la Georgia Tech et puis la Coventry. Et ces deux universités ont travaillé sur l'arbre d'analyse de sécurité pour faire un concept de sécurité par la définition, le safety by design, et puis une analyse aussi qui est sur la planche qui suit. Vous voyez, Hubert, ça n'est pas un constructeur, c'est vraiment une sorte de motivateur qui entraîne des industriels, des universités, des philosophes, des gens qui travaillent sur l'environnement pour faire avancer le concept du développement et le rendre bien. Le domaine déjà, c'est l'automatisation. Donc là, vous avez un tableau qui a été fait par l'organisme de certification des États-Unis, c'est la SAE. Et puis, vous avez toute la gradation de l'automatisation sur les 0 sans automatisation et les 5 de full automation. Comme on l'a vu, les relais sont trop complexes à faire de 0, vraiment sur automatisé. Le 1, dans le 1, vous avez ici, les commandes sont faites par le niveau de driver. Et puis, l'environnement, la seconde environnement, c'est aussi par le niveau de driver. Donc, le 1 n'est pas très bien. Le 2, c'est le minimum, le système et on voit que ce qui est désirable, c'est le 3, parce que ici, il y a aussi le système. C'est-à-dire que le monitoring sur l'environnement est aussi fait par l'automatisation. Là, je vais vous donner la solution pour les flèches. Bon, l'électricité, on voit bien qu'il y a un minimum qui a ce qui est désirable. Rappelez-vous, je vous ai dit que ce qui permettait la réalisation des hélicoptères, c'était entre autres l'automatisation. Sans automatisation, ça n'était pas possible. On a vraiment eu cette confluence de demandes des jeunes populations, l'automatisation, la propulsion électrique distribuée. Tout cela a fait qu'on a eu cette possibilité de faire des engins nouveaux. Parlons maintenant des infrastructures et des opérations. Tout à l'heure, on avait des héliports, classiques à droite, là, en haut. Les centres de maintenance et de stockage à mettre en place, des moyens de recharge, des centres d'opération, gestion de flotte et ressources humaines.
des images d'échanges entre autoroutes. Vous avez aussi des toits d'immeubles en bas à droite. Et puis en bas à droite, c'est l'image qui est ouverte sur son document avec juste un petit mot sur l'architecture du Nexus qui comporte un turbomoteur en plus de la tête. Il est mis dans la catégorie des engins développés par Armulaire, mais on voit bien que ça ne correspond pas à la spécification d'hiver, qui est d'être silencieux et simplement. Donc je ne sais pas trop comment ça va se terminer. En tout cas, pour le moment, le Nexus est présenté comme étant un hybride. On imagine qu'il peut faire un Nexus bis avec, comme il a une masse à peu près de même ordre de grandeur pour celle des électrodes ici. Donc il a une passation aussi sur la même planche qui a été présentée le 4 mars 2019, à la jour 2019. Et voilà ce que dit la Vertical Flight Strategy, Uber Elevate Impossible Challenge. Ce que je vais faire Uber, c'est des démonstrations en vol en 2020. Et puis les opérations à Dallas en 2023, pour la liaison aéroport. La technologie, que électrique, pas d'hybride, avec 5 places, une pour le pilote et puis 4 pour les passagers. L'infrastructure, on utilise l'infrastructure d'aujourd'hui. Il va y avoir un nombre important d'engins en vol en même temps. Et puis, on voit bien que pour le pilote, il va falloir essayer de se débarrasser. Donc, ils vont étudier cette possibilité d'augmenter la portée automatique du pylône pour avoir moins de pilotes. Et ils vont aussi créer la place. Parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas de règle pour faire voler des engins de cette nature à la salle. Ils nous ont mis, voilà, c'est un plan qui a été présenté par HS. Je n'ai pas changé. Vous voyez la citation qui est en bas. Bien toujours motiver les groupes. C'est impossible, ça quand même de le faire, et vous allez voir que c'était possible. L'intégration de ces engins dans l'espace aérien. Je ne sais pas si vous avez présenter un petit peu comment fonctionne l'espace aérien aujourd'hui, mais c'est pas facile à imaginer comment ça se fait les critères qui est à la certitude. La certitude, pour moi, est utilisée en Europe. Il y a quelques villes qui sont d'actualité, ou en tout cas qui ont développé des hélicoptères, des Sao Paulo, avec 400 hélicoptères et puis 50 d'hélicoptères. À Paris, il y en a un, en dehors des héliports de l'Hecto, et puis les vrais sera tout en en Europe, pour les drones, ils ont et puis le concept de Blue Space. Blue Space, c'est pas véritablement un lieu, c'est pas un espace aérien, c'est un ensemble de services et de procédures qui vont être conçus, qui sont conçus pour permettre à la gestion efficace et sécurisée de l'espace aérien pour un grand nombre de drones. Et ces services reposent sur un niveau de élection de destruction qu'elles soient embarquées à bord du drone ou embarquées dans l'événement du sol. Et du space corrige en cas de condition de prendre en charge de l'opération de victimes de zones ainsi que l'interface qui est à la vitesse pour les services de gestion de sécurité, des fonctions de service avec la trafic de l'humain et de la reste de vous voyez, on parle des services, mais on parle aussi des autres usagers de l'espace aérien. Donc si certains d'entre vous volent, vous avez une formation donnée, on vous a appris des trucs. Si d'autres véhicules arrivent avec une autre façon de voler, eh bien, il faudra probablement réactualiser les connaissances de tous les pilotes. Ce qui ne sera pas facile. Ce sera probablement assez. On ne voit pas trop encore comment tout ça va se terminer. Ça va se faire déjà. Normalement, c'est visiblement là. Ça va faire. Et ce qui est publié par César, l'entreprise qui gère l'initiative qui gère toutes ces moteurs de classe aérienne en Europe, une site qui a mis l'avion de combat avec le drone, des écoles dans un contexte urbain, des avions moins classiques qui volent aussi, classiques qui sont sur le futur, et puis la tournage des autres.
On voit que l'Europe prend en compte les besoins divers pour définir ses propres services de l'espace agriculture. La certification. La certification, ce que c'est, c'est définir les standards, de façon à ce qu'on ait un agent qui est été extrêmement standard et un risque de fait de figure. Donc, ces standards n'existent pas. Il va donc avoir les FA. La FA, c'est le certification et ASA travaillent ensemble sur le sujet. Et ce qu'il dit, c'est qu'il y a moyen d'avancer progressivement. On fait une certification avec la certification restreinte de part. Et puis ensuite, au fil du temps, la sécurité sera prouvée, sera démontrée par des vols sans défaillance. Et on pourra donc avoir une confiance permettant la réaction du niveau standard. Tout récemment, donc le 27/2/2019, l'EASA a créé un projet qui s'appelle effectivement l'Education Project. Et puis, ils ont donné comme objectif à ce projet de supporter les besoins de l'industrie pour le développement de ces genres. Parce que l'industrie dit ok, on va vous faire un véhicule, mais dites-nous à quoi il est conforme. Si je ne sais pas à quoi il est conforme, c'est pas conforme. Et ce projet rassemble des experts d'un peu partout. Et puis, il est prêt à s'investir dans cette activité. Le 27 février 2019, il y avait une réunion à Cologne, sur le site de l'État, pour discuter du premier document qui est rédigé, qui s'appelle le Special Condition. L'entraînement des pilotes. On a dit qu'il n'y avait pas de pilote, mais c'est une version assez triste. Il va y avoir des pilotes dans ces premiers engins. Comment il fait exactement? Quel niveau d'automatisation il va y avoir et puis qu'est-ce que le pilote aura à faire? Est-ce qu'il y aura une phase pour les pilotes, comme on l'a vu, où les pilotes sont déportés dans des stations sol très loin du drone? Et puis, on peut bien s'appuyer sur toute l'expérience qui aura été acquise à l'utilisation des drones pour la phase un peu jarée. J'ai mis une image qui a été faite par Marc Pestana, c'est un gars d'Avazac, c'est une facteur d'humain. Il avait mis ça un peu frappé l'esprit des gens. Vous voyez un pilote de drone qui dans sa casemate au sol, ça n'entend rien, il ne voit rien, il ne sent rien. Et puis son champ de vue est réduit comme s'il avait un salon. Et on demande à cette personne de gérer un avion quelquefois assez gros. Vous voyez qu'il y a un souci et l'automatisation doit être très poussée pour que le pilote comprenne ses manques, enfin, que l'automatisation compense ses manques. Les opérateurs, si vous voulez, comme la France, les opérateurs, il y a une difficulté particulière pour les opérateurs, principalement qui sont pour gérer les flottes de ces îles. La NASA vient juste de faire débuter un grand challenge depuis 2020 pour faire progresser le plus efficacement possible le développement de l'urbaine, et il va y avoir un grand nombre de défis lancés pour renforcer la confiance du public, pour disséminer ce qu'est l'URL, et puis pour aussi capter l'imagination des populations. Vraiment, on informe la population, mais on profite aussi pour essayer de voir ce qui va être. On va encore, on est dans le vif du sujet, on est vraiment en plein évolution. Et NASA commence à définir à quoi peut ressembler l'environnement opérationnel. Donc, vous avez des tranches de couleur rose, orange et puis verte, c'est l'espace aérien vu, puis l'espace aérien un peu plus bas. Ça c'est un golf qui est l'espace aérien non contrôlé. Ça resterait pareil, mais en plus il y aurait des bulles pour des drones, le Vélos, que vous voyez en bas, des drones utilisés en ligne de vue, et puis deux types de zones qui sont de vol, le low altitude urbain, et puis l'urban passager transport, on voit que c'est plutôt en téléphone. Et tout ça cohabite avec les différents contrôles. Vous voyez, la réflexion de la NASA, c'est vraiment de mettre toutes les pierres en place
et puis de consulter le plus grand nombre possible de tiers pour vérifier que ça correspond à ce qui est faisable. Côté européen, on a aussi des efforts. Là, je ne vais pas vous détailler, c'est un projet qui s'appelle le GOF Space, avec un certain nombre d'actions. Ça, c'est dans ce reste, il faut bien voir. Le plus important pour ce qui me concerne, c'est l'expérimentation qu'ils vont faire en trajet entre l'aéroport d'Helsinki et puis la ville d'Helsinki. Donc tout ça, c'est pour le court terme, c'est un projet qui doit avoir ses occasions, qui va commencer entre 2018 et 2020. Il y a aussi des travaux d'autres entités comme Airbus. Vous voyez qu'on va vers des couloirs permettant au drone de se croiser sans entrer en collision avec les immeubles. Alors comment ça se passe ça? Ce qui est fait en ce moment, c'est qu'on essaie de faire en sorte que la navigation du drone soit suffisamment précise pour rester à l'intérieur du drone et puis le définir de façon à ce qu'elle soit non conflictuelle avec les études qui seront données à d'autres drones. Voilà ce qui est proposé par Airbus. Airbus réfléchit aussi à ce sujet pour les zones urbaines, pour les zones aéroportuaires et pour différents types d'espaces aériens. Ils ont créé un document que vous pouvez aussi voir sur le web. Si vous voulez vraiment voir sur le web tout ce qui existe sur le web, vous n'avez pas fini de lire des choses très intéressantes. Donc cette blueprint a été publiée en septembre 2018. L'acceptabilité sociale, un point hyper important, peut-être un point clé pour l'Europe en tout cas. C'est en maximum. Ce que nous disent nos amis américains, c'est de faire un trajet domicile-travail. Donc là, vous avez la carte en bas pour vous dire pourquoi le trajet en transport terrestre, il n'est pas rapide, mais assez sinueux, parce qu'il passe sur le sud de la baie. Et le trajet aérien, évidemment, le trajet de l'aéroport, c'est une possibilité que j'ai évoquée pour Helsinki, qui va être l'essai aussi pour Dallas en 2023. Et voyons, côté français, on a regardé aussi à quoi ça pourrait ressembler. On avait échangé avec le RATP, qui est vraiment un stade très évident. Voilà ce qui se passe lorsqu'on veut faire un trajet de la défense aérienne. Le site web, on relève comment on peut faire. Laisser les transports aériens, le transport terrestre pour moi, c'est pas facile. Hein. La défense hors ligne, ça fait plusieurs changements. Et le trajet dure à peu près 62 minutes pour un coût de 14,55 €. Si on demande au site G7, le jour où on a fait l'estimation, il nous donne un trajet de 40 minutes pour 50 €. Et notre opérateur, le Vétel, nous a dit moi je vous le fais. 10 minutes pour 150 €. Voilà, avec beaucoup de précautions. Les 8 minutes que nous voyons, on traverse Paris. On suppose que sur le Paris est autorisé. Normalement, ça devrait l'être, puisque ça sera silencieux, non polluant et hyper sûr. Et puis l'estimation des coûts aussi prend beaucoup de précautions. Et là, comment on peut pouvoir parler d'acceptabilité sociale? Il y a au travers d'une notion quelque part, ça s'appelle la vitesse généralisée de la valeur des coûts. La vitesse généralisée d'un mode de transport, ça tient compte du temps de déplacement, mais aussi du temps nécessaire pour payer le déplacement. À la limite, si vous ne faites rien, vous restez dans un transport très longtemps, c'est pas gênant, c'est que vous ne perdez pas d'argent. Par contre, si vous êtes payé très cher par rapport à ce qui se passe, vous avez intérêt à voyager très rapidement pour pouvoir travailler de nouveau avec le travail. Nous allons donc calculer les vitesses généralisées pour les trois options, avec des hypothèses. Et ce qu'on voit, c'est qu'un trajet en île-étoile comparable à la RATP, il faut avoir une valeur du temps de 140 € par heure. Si votre heure vaut 140 €, il faut que vous preniez un île-étoile, avec des hypothèses. Si c'est le temps est plus faible, vous devez prendre et là, on a discuté avec le professeur Français, de gens qui travaillent sur ce sujet-là. Il m'a dit, mais votre truc, c'est
C'est bon parce que la RATP, le coût, c'est pas ça. Le coût, c'est le coût du pays. Le coût pour la société de la RATP, c'est bien plus important. Et puis, le fait qu'on fasse des changements, la personne à mobilité réduite, c'est pas la même chose. Donc finalement, on avait essayé de faire cette analyse le plus précisément possible. On voit que le paramètre, ça va un nombre croissant, et ça va être très facile de faire la comparaison. Mais déjà, ce premier résultat, on ne peut pas le considérer comme une stabilité sans. Je pense qu'il faudra avoir du 142 haut-parleurs pour avoir une vitesse généralisée pour la RAP. Et ça va être du véhicule. Alors, avec un gros bémol, l'analyse est très simple. On espère pouvoir continuer à travailler avec l'Université de Gand sur le sujet, puis c'est des chercheurs de vie. Mais on n'a pas encore mis ça en place. La NASA travaille sur le sujet avec l'Université. Airbus, que dit Airbus? Ils sont très très optimistes. Les gens sont prêts à voir leur ciel rempli d'avions. Question, les gens sont-ils prêts à voir leur ciel rempli d'avions de d'autres métiers aériens? La réponse est de plus en plus affirmative sur le but de l'éducation, sur l'acceptation par le public de la mobilité aérienne en milieu urbain. Donc ça, c'est les travaux d'Airbus, qui a publié aussi sur le sujet. Dans ce document, on a cette planche avec le nombre de personnes qui ont répondu à l'enquête, 1740. Il y en a un sur deux qui supporte de façon forte ou supporte un peu court la mobilité urbaine aérienne, avec 4 villes prises comme cobaye, Mexico, Los Angeles, une ville en Italie, en Suisse, et puis en Nouvelle-Zélande. Je ne vais pas passer sur le key findings, c'est un peu compliqué, mais ce qui est intéressant, c'est de voir ça. Les préoccupations des gens qui ont répondu, c'est la sécurité, le type de son généré par l'engin, le volume du son, le temps, l'heure à laquelle ça a lieu, et puis l'altitude à laquelle on va voler les véhicules. Donc ce n'est pas très facile à comprendre aujourd'hui, c'est comment une personne sur deux peut dire je supporte puissamment l'URM si on n'a pas donné au départ. La réponse, c'est concerne aussi le degré d'importance, l'importance, le nombre de personnes favorables à donner. Ça, c'est bon. Enfin, la NASA a fait tout marché. Ce sont deux études sur ce sujet-là. Un marché fait par Isabelle Newton, les 3 cas d'usage, la navette aéroport, le taxi aérien, l'ambulance aérienne. La navette aéroport, le marché est considéré bien, le taxi aérien, le marché est considéré bien, l'ambulance aérienne non viable, parce que l'ambulance aérienne, par définition, on n'avait pas d'imprimant en point de fixe, on devait récupérer les gens là où ils sont. Et donc, ça n'est pas adapté à ce qu'on espère avoir comme engin aérien dans les. Le coût passager normal est et il est considéré que la perception par le public est un obstacle majeur. Deuxième étude, Crown Computing, 3 cas d'usage, les derniers kilomètres de la ville, considéré comme viable en 2030. Le Air Métro, donc là c'est comme le taxi aérien avec des arbres, des remplir les véhicules, et les taxis aériens avec des trajets allemands. Ce qui donne comme résultat dans la pluie, c'est un programme en 2030, et un métro viable en 2030, et un métro viable en 2030. Vous voyez, selon les approches, on n'arrive pas à un résultat tout à fait identique. La deuxième étude, le rapport à la consacre pour la télévision, on a juste équipement. Donc la problématique de cette blanche est des études de ce sont des analyses qui sont faites en profondeur. Ces disciplines qui sont en haut de cette image, il faut les utiliser avec des rapports, des enveloppes téléchargées,
des Europes pour l'entretenir, sans oublier qu'il faut les intégrer dans l'espace aérien avec la gestion du trafic, les communications, le voir à éviter, avec le coût qui entre là-dedans. Et puis finalement, il y a deux grands pavés en dessous, là, de gauche avec le remote parité. On peut avoir en remote parité, donc avec un pilote au sol, du cargo à la demande ou à avoir prévu. Et puis, on peut avoir aussi, avec un pilote à bord, du transport de passagers. Et là encore, plusieurs solutions. Le taxi aérien avec la demande du prévu, par la prise. Et puis ce que j'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, le parcours aérien. Lorsque ces engins seront définis, on pourrait imaginer que ce soit une voiture volante, mais pas voiture au sens utilisée à la fois sur la route, plus en l'air, mais utilisée en l'air sur une grosse flèche rouge qui pèse là-dessus, à l'intérieur de l'écran, c'est l'acceptabilité sociale. Et puis un puissant souffle favorable, c'est la demande du marché, et puis tout le buzz qui est fait par les véhicules. J'ai fini aujourd'hui. Je me demandais comment je pourrais conclure cette présentation ici à l'ITC avec ces jeunes ingénieurs. Alors j'ai trouvé cette planche de la HS, qui s'appelle le Hype Circle. Vous avez en vertical les attentes, en horizontal le temps. Donc il y a un déclencheur d'innovation. Et puis dès qu'il y a une innovation, on dit wow, c'est super, on va faire plein de trucs avec. Donc on voit cette montée vers un pic des attentes exagérées. Et après on se rend compte que là ça fait juste comme ça, il y a un creux de la désignation. Après on se dit c'est possible. Il y a des éclaircissements tels que ça devient quelque chose de possible, et puis il y a un plateau de productivité. Aujourd'hui, on est là. Conclusion. Je vous mets. Donc, plus faire avancer cette technologie, cette révolution, dans l'aéronautique, comme les frères, on est dans une nouvelle dimension de l'aviation, avec des îles étoiles électriques. Merci de votre attention.